Amour, safe sex et plus encore. Amour, safe sex et plus encore. Amour, safe sex et plus Amour, encore. safe sex et plus encore. Bienvenue dans notre podcast Au cœur des corps sur la sexualité et le bien-être, où nous mettons en lumière les soins offerts au centre de santé sexuelle Le Griffon. Ce lieu se consacre au soutien des travailleurs et travailleuses du sexe et de la communauté LGBTQIA+. Mais nos discussions s'adressent à tous. Nous allons explorer des thèmes variés, partager des expériences et promouvoir une compréhension inclusive de la sexualité. Restez avec nous pour des échanges authentiques et éclairants qui vous inviteront à réfléchir et à approfondir votre connaissance de la sexualité. Donc aujourd'hui, nous sommes là pour parler du chemsex. Et donc on va faire un petit tour de table en commençant à ma droite par Evan. Eh bien, bonjour, je suis Evan, donc infirmier ici au Griffon depuis 2 ans et demi bientôt. Et ça m'arrive aussi de recevoir des patients qui consomment et de parler un petit peu aussi de tout ce qui concerne le chemsex, quoi. Ok. À ma gauche, nous avons Jean. Ouais, bonjour. Donc moi, je suis médecin au Griffon. Je fais des consultations, de dépistage, de prévention, traitement. Et j'anime un groupe de parole à la visite thérapeutique autour du chemsex. D'accord. Et enfin, donc on a Fred. Est-ce que tu peux te présenter en quelques phrases, quelques mots? Bonjour, donc Frédéric, je suis infirmier au XAPA de l'hôpital de la Croix-Rouge. Je suis à la fois dictologue et sexologue. J'interviens une demi-journée par semaine au Griffon. Et puis je suis en charge plus principalement des addictions qui tournent autour de la sexualité et notamment du chemsex. Ok. Donc est-ce qu'on peut présenter un petit peu le chemsex? Du coup, le chemsex, ça va être la prise de produits dans un contexte sexuel, mais ça va être surtout des substances psychoactives et avec une intentionnalité, du coup, c'est-à-dire pour améliorer, modifier le rapport, pour répondre à des performances ou à répondre à des fantasmes. Ok. Est-ce qu'il y a des produits particuliers qui sont propres au chemsex? Oui, il y en a un petit peu. Après, il y a principalement l'usage des cathinones, comme la 3-MMC. Ok. Après, il y a le GHB, GBL, la kétamine. Toutes les substances peuvent être considérées comme du chemsex à partir du moment où on est dans la définition de l'intentionnalité d'avoir un rapport sexuel ou une rencontre derrière, ce qui est un peu différent de sortir, de consommer et puis ensuite d'avoir de la sexualité sans avoir une intention, simplement par les effets liés à la substance, qui peuvent être les mêmes. C'est-à-dire que certaines sont prises en festif ou en récréatif et vont amener à de la sexualité, et dans d'autres situations, comme le chemsex, c'est pris directement dans l'intention de... Ok. L'un comme l'autre, vous mettez bien en avant le fait de l'intentionnalité. C'est vraiment ça qui va définir le chemsex? Dans la définition, oui. Après, moi, je rajouterais aussi l'utilisation des applications de rencontres qui favorisent quand même beaucoup... la tentation. Et la recherche de partenaires. Mais après, on voit aussi des personnes qui consomment tout seuls ou toutes seules et pour lesquelles il n'y a pas forcément d'autres personnes. Peut-être une autosexualité avec de la masturbation, et encore pas forcément. Des fois, c'est juste de l'addiction à un produit. Bah ouais, c'est ça, je te rejoins là-dessus sur, je pense à toutes les différentes personnes qui sont concernées par le chemsex, mais notamment dans la question de l'intentionnalité, pas toujours aussi, parce que les travailleurs et travailleuses du sexe, par exemple, peuvent être amenés à prendre, à consommer entre deux clients pour tenir aussi. C'est pas un espace de sexualité à proprement parler, même si derrière il y a sexualité avec les clients, mais la prise de produit peut être en solitaire ou parce qu'il y a un client qui vient pas et ils sont en colère et puis du coup ça les fait redescendre et ils prennent comme ça en cascade seuls, quoi. Et à partir de quand est-ce qu'il faut commencer à s'inquiéter concernant le chemsex?
pour soi? Il y a plusieurs signes d'alerte. Il y a au niveau personnel, dès qu'on sent qu'on a une augmentation de ses consommations, ou alors une perte de contrôle aussi. Du coup, notamment avec des cravings qui sont plus présents, plus importants, plus fréquents. Alors, le craving, qu'est-ce que c'est? Du coup, c'est l'envie irrésistible de consommer. Ce qu'on peut appeler un peu le manque? Le manque, ça va être plus sur le long terme, mais oui, on va avoir cette envie d'un coup. Alors, il va y avoir plusieurs facteurs. Ça va être soit parce qu'on va y penser, ça peut être aussi un événement, il va y avoir différents déclencheurs, on peut appeler ça comme ça. Soit ça va être des déclencheurs internes, un malaise, soit une fatigue, soit ça va être des déclencheurs externes, parce que on passe à l'endroit où il y a le dealer habituel chez qui on se fournit, merci. Et du coup, ça va donner une envie directe de consommer qui va être difficile à gérer. Ça peut être aussi le moment de la semaine ou le délai entre deux consommations pour certains, ce qui effectivement peut alerter. C'est-à-dire que si le week-end ne se fasse que sous produit et qu'avec produit et qu'il n'y a plus rien à côté, effectivement, on peut s'inquiéter. Il y a aussi la sexualité, si elle n'est plus possible qu'avec des produits, ça devient compliqué aussi de gérer. Et puis, c'est l'impact après que va avoir les produits sur la sphère personnelle, affective, professionnelle, physique aussi, c'est-à-dire avec des problématiques d'insomnie, de plaies, etc., en fonction de comment sont prises les substances. Et puis, l'impossibilité de s'arrêter aussi, de consommer. Du coup, est-ce qu'il vaudrait mieux pas encourager quelqu'un qui se lance dans le chemsex à tout de suite être observant de sa consommation et de son comportement? Alors, qu'est-ce que tu entends par observant? Je sais pas, ça peut être noter les prises, les heures. Alors là, c'est plus pour réduire les risques. C'est-à-dire qu'on on a la réduction des risques et des dommages. On est dans quelque chose où soit on a déjà bien avancé, soit effectivement, c'est plutôt donc on a bien avancé. Puisque si on est dans quelque chose de correctement, c'est peut-être pas le mot. Si on est dans une consommation simple, en fait, on n'a pas besoin de gérer, de contrôler, puisque il y aura forcément pas d'excès et pas de conséquences. Parce qu'on a des usagers parfois qui peuvent arriver et qui n'ont jamais rien pris de leur vie et qui arrivent et d'un seul coup, ça fait 6 mois qu'ils se sont mis au chemsex, comme ça, fleur au fusil, et ils s'éclatent. Et dans ces cas-là... C'est vrai que ça, c'est important, c'est de noter ça pour ses premières consos. C'est même intéressant d'en parler aussi avec, que ce soit avec son entourage ou avec des professionnels, des associatifs, même avant la première conso au final, pour un peu voir à quoi s'attendre. Et après, il y a cette observance où on va avoir une prise de recul sur ses consommations, c'est ça? Ouais. Un peu. Oui, ne pas se jeter comme ça, corps perdu. Sur la fréquence, du coup. Ouais. Qui serait plutôt la fréquence à laquelle oui. est consommée ou les temps de consommation. Oui, ça peut être effectivement un indicateur pour éviter de basculer. Après, sur l'observance, on est plus là sur le GBL, dont on parlait tout à l'heure, parce que là, il y a un risque de perte de connaissance, voire de décès, quand on prend une trop forte dose, puisque c'est un produit extrêmement puissant qui peut entraîner de gros dommages et puis le décès des personnes. Donc là, il faut faire attention effectivement à la quantité qui va être ingérée. Et alors, quelle est la différence entre le GHB et le GBL? Alors, le GHB, c'est une poudre. Okay. Le GBL, c'est un précurseur du GHB qui est sous forme liquide, qui s'achète sous forme de décapant pour jantes ou décapant pour parquet, qui est donc ingéré et qui va être métabolisé en GHB au niveau de l'organisme. La différence, c'est qu'avec le GHB, on a un effet plafond où à partir du moment où on consomme, il y a un moment, les effets s'arrêtent. Avec le GBL, c'est nos limites, c'est-à-dire plus on en prend, plus il y a des effets, et plus il y a de la transformation en GHB, et donc plus on risque de perdre connaissance, de sombrer dans le coma, voire de mourir avec. Du coup, c'est des moments où il faut quand même être bien psychiquement, quoi. On parle beaucoup de la descente un petit peu
de l'addiction aux produits, tout ça, mais tu disais il n'y avait pas de risque si les produits étaient bien pris, à bonne distance ou en bonne quantité, aussi être mentalement bien solide. C'est ça. Oui, c'est comme une consommation récréative, on pourrait dire, d'un ecstasy ou d'un demi-ecstasy, voire d'un rail de coke. Ouais. Si c'est occasionnel et festif, pas de souci. Pour le GBL, je reprends, peut-être le GBL, c'est plutôt quelque chose qui doit être pris pas tout seul, pour qu'il y ait effectivement un garde-fou, quelqu'un qui puisse intervenir, ou en tout cas que les autres soient sensibilisés aux risques inhérents au GBL. Et du coup, après, tu conseilles des fois aux patients, dans tes entretiens, tu dis un peu aux patients, genre pour la RDR, justement, pour ne pas mettre dans un verre. Alors de noter la quantité en millilitres, donc c'était dit par rapport à l'observance, de noter aussi l'heure pour éviter de trop cumuler, puisque c'est des effets cumulatifs, donc plus on en prend, plus on en prend rapproché, plus on augmente les effets, effectivement, et de faire attention à son verre. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut avoir quelque chose, on peut se faire rajouter une dose dans son verre, et puis préparer son verre soi-même. Parce que même sans mauvaise intention, en fait, on n'est pas tolérants tous de la même manière. Donc quelqu'un peut préparer sa dose et dire bah, « tiens, prends comme moi », mais en fait, on ne sait pas comment l'autre va réagir, d'autant plus s'il n'en a jamais pris, et d'autant plus s'il y a une consommation d'alcool en même temps qui augmente encore plus le risque de décès ou de perte de connaissance. Et ça, c'est souvent les premières fois, parce que les personnes ne le savent pas, ou sont allés à une soirée avant, ont bu un peu d'alcool, et puis en soirée, quand même, il y a du G, du coup on en prend, et ça fait du surdosage. Parce que c'est ça, le GBL et le GHB, c'est quelque chose qu'il ne faut pas mélanger à l'alcool. C'est-à-dire que ça a les mêmes effets, donc ça potentialise les effets sédatifs et de perte de connaissance si on les prend en même temps. De la même manière, si on rajoutait des benzodiazépines qui ont aussi une mode d'action identique, bah, ça cumule. C'est-à-dire que ça multiplie le risque. Donc pour éviter, il ne faut pas les mélanger. Comme dans toutes les consommations, l'idée c'est quand même de rester sur un produit ou deux, mais pas trop mélanger, parce que plus on mélange, plus on fait des cocktails compliqués pour la suite. Et vous voyez, vous, en tant que professionnel de santé, une évolution du chemsex ? Est-ce que vraiment ça arrive à toutes les portes ? Une évolution dans le sens de plus en plus de personnes ? De plus en plus de personnes, changeant... dans tout type de... Alors ça a toujours été dans tout type de population, quel que soit le niveau socio-économique, quel que soit l'âge. C'est plus en plus fréquent, enfin en tout cas nous au niveau de l'hôpital, mais après c'est aussi un biais parce qu'on voit des personnes qui viennent pour ça. Donc moi je vois pas des gens ailleurs, dans d'autres contextes, donc je ne sais pas si ça consomme plus, en tout cas il y a plus de demandes de soins, et puis surtout les usagers sont de plus en plus jeunes, ou en tout cas commencent de plus en plus jeunes. Moi j'ai vu des jeunes commencer à 17 ans. Et il y a un reportage là sur France 3 qui interviewe des jeunes qui ont commencé à 15 ans. C'est-à-dire qui ont démarré leur relation avec les produits. Oui, ça doit complètement fausser le rapport au sexe, quoi, du coup. Et puis le rapport aux autres, et beaucoup de choses, à la différence des premiers premières personnes qu'on a vues arriver dans le soin, qui datent de 10-15 ans, qui étaient des gens qui étaient plus âgés, qui avaient déjà vécu leur sexualité et d'autres choses avant. Mais là, on est dans quelque chose... Et c'est compliqué pour le rétablissement après, puisque quand les gens ont commencé à 15 ans, ils viennent pas, ou à 10 ans, ils viennent pas à 17 ans, ils arrivent à 22, 23, 25 ans, donc ils ont déjà 10 ans derrière eux de consommation, et ça, c'est dur de se rétablir parce qu'ils n'ont rien connu d'autre. Et comment on peut s'en sortir, du coup ? Comment on peut rétablir C'est plus facile à dire qu'à faire, mais il ne faut pas hésiter à rapprocher des associatifs. Généralement, ça commence quand même souvent comme ça, avec soit on vient pour la RDR, ce qu'on appelle du coup la réduction des risques, pour apprendre à utiliser, pour avoir une consommation safe, entre guillemets. Et faut soit donc avec les associatifs, et sinon après il y a des professionnels comme un peu nous autour de cette table.
souvent parler avec ses médecins. Sinon, il y a l'Exapa, il y a le Griffon, le centre de santé sexuelle communautaire. Ouais. Puis s'entourer aussi de personnes qui ne consomment pas et d'en parler aussi, parce que souvent c'est quelque chose qui est assez excluant par rapport à ton cercle social. Tu peux aussi facilement te retrouver qu'entre personnes qui consomment et ne voir plus que ces personnes-là. Pas parce que tu te désintéresses des autres, mais parce que ton rythme de vie aussi il est complètement transformé. Et tu vas là où il y a des produits, des fois c'est toi qui en as, des fois c'est pas toi qui en as. Et du coup, raccrocher ces personnes à cette réalité aussi familiale, amicale, professionnelle ou quoi, parce que ça impacte tout aussi. Quand ça dégringole un peu l'addiction aux psychostimulants, ça a un impact sur ta vie perso, mais aussi professionnelle. Et on le voit ici, des gens qui perdent petit à petit pied, quoi. Ouais. Il y a un vrai isolement qui se fait, donc c'est une on va dire des complications qu'on peut dire, quoi. La consommation, c'est l'isolement social, professionnel, comme on l'a dit. Donc bien s'entourer, comme tu disais, Evan. Ouais. C'est ultra important d'avoir du soutien et puis en plus au fil des consommations, généralement le risque c'est aussi que les relations sans produit nous paraissent fades, mais au final ça va atteindre toutes les sphères. Voilà, comme tu disais, Evan, c'est même des contextes hors sexualité vont aussi nous paraître fades. Le week-end avec des amis de l'école de longue date, voilà, où il y a des enfants, des machins, ça risque d'être un peu boring. Du coup, on a moins envie d'y aller et du coup on décroche et les relations sociales se font de moins en moins présentes. Et je rebondis sur ce que tu disais là, des personnes qui avaient pu commencer à 15 ans. Comment elles parlent de leur première fois, elles, donc sous produit? Est-ce que c'est un souvenir agréable pour elles ou pas agréable? Alors c'est souvent plutôt agréable en fait, comme pour les autres. Mais comme c'est devenu pour eux la norme, et que quand on est jeune, je pense qu'on voit moins le côté négatif, c'est-à-dire que c'est le côté plus festif, on est à plusieurs, c'est le côté social aussi, c'est ça qui accroche beaucoup et qui maintient aussi dans la consommation. Puis c'est hyper facile de s'en procurer aussi. C'était une des questions de tout à l'heure. Effectivement, l'évolution, c'est aussi que la facilité d'accès, la facilité d'achat, de livraison aussi. Il n'y a plus besoin, même pour toutes les drogues du reste, de se déplacer. Maintenant, on a un numéro à contact, il vient, il livre à domicile et il a toute la panoplie possible et imaginable. Et c'est aussi comme ça qu'il y a des essais d'autres substances parce que le livreur arrive avec une valise d'échantillons et c'est aussi la possibilité de tester d'autres choses. Sur la prise en charge, effectivement, l'idée c'est de trouver, il y a différentes façons de faire et l'idée c'est vraiment d'en parler, ce qui a été dit, et puis de trouver l'endroit où on peut en parler et après on avance tranquillement. Effectivement, il y a plein d'endroits où on peut évoquer sa consommation. Et vous voyez beaucoup d'hétéros ou pas? Alors, principalement, quand on est dans la définition du chemsex, c'est quand même que les HSH, les hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes. Il y a exceptionnellement quelques femmes ou quelques hommes hétéros qui consomment à peu près dans le même état d'esprit, mais enfin, mais c'est pas tout ça, se ressemble pas. Il n'y a pas les applications de rencontres. Là, on va avoir plutôt des groupes qui ont l'habitude de consommer entre eux, ou alors peut-être certains sur les clubs libertins. Moi, je vois aussi des fois des femmes qui consomment des substances, alcool ou cannabis, pour avoir un rapport sexuel, soit avec leur partenaire, soit en cherchant d'autres partenaires. Alors, est-ce que c'est du chemsex? Je ne sais pas. Ce qu'on voit, c'est quand même que ces produits 3-MMC, ils sont assez démocratisés parce qu'ils coûtent moins cher que la cocaïne. Donc, ils sont aussi des psychostimulants et ils sont beaucoup utilisés en contexte festif dans tous les milieux. Là, pour le côté festif.
parce qu'ils sont moins chers, et les personnes qu'on voit disent qu'effectivement, après la soirée, ça donne envie d'avoir du sexe, bien évidemment. Mais ils ne l'ont pas pris dans l'intention d'avoir des rapports sexuels. Mais bon, il faut savoir quand même que ça ne touche pas que la communauté LGBT. Les consommations, non. Et puis peut-être que dans quelques temps, ça sera aussi dans d'autres communautés et que ça va être universel, quoi. Souvent, la communauté HSH, elle est quand même précurseur de beaucoup de choses. Pas forcément que sur le drogue, du reste, sur plein de domaines. Donc, je sais pas. Et du coup, est-ce que vous avez affaire parfois à des proches de personnes qui sont démunies, qui ont des gens qui sombrent dans leur entourage dans le chemsex ? C'est comme dans toutes les addictions, c'est-à-dire ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'effectivement, à un moment, il y a un tel impact dans le quotidien de la personne qu'on tombe là plus dans une addiction classique. C'est-à-dire que la sexualité qui était l'excuse ou la porte d'entrée disparaît au profit d'une consommation seule ou sans sexualité du reste. Et là, ça a un vrai impact sur le conjoint ou sur l'entourage. Moi, je vois beaucoup d'hommes qui sont en couple ou qui ont des enfants aussi, qui sont dans une sexualité élargie, on va dire, et où là il y a un gros impact sur l'entourage qui est souvent peu pris en compte ou peu aidé et qui souffre beaucoup. Vous avez des conseils à donner en termes d'observance, des signes qui peuvent alerter sur les... Alors souvent, l'entourage s'en rend relativement vite compte. Dans certains couples, les consommations, elles se font à deux, ou c'est su, il y en a un qui consomme, l'autre pas. Et puis après, on a tous les signes dont on a parlé tout à l'heure, d'isolement, avec le travail, les moments familiaux, les loisirs, etc., qui sont réduits, voire à peau de chagrin, puisque tout le temps passé est à consommer ou à rechercher des produits ou à récupérer. Et après, au niveau des conseils à donner, dans les expériences en tout cas de proches qui ont pris contact avec nous, faut éviter en tout cas d'avoir un discours moralisateur et stigmatisant. Il y a toujours ce problème des fois de compréhension entre la personne qui consomme et l'entourage. Et que quelles que soient les réactions du ou de la consommateur, il faut garder le contact. Garder le contact, rester en lien, que ce soit physiquement ou par texto en fait. Parce que des fois, en effet, on a parlé tout à l'heure de l'isolement que ces personnes pouvaient éprouver, et au final, l'isolement qui se crée aussi autour de la consommation. C'est vraiment garder le contact pour qu'ils aient quelqu'un qui a appelé, une personne ressource. Voilà. C'est important aussi de séparer entre une consommation qui serait festive ou récréative et une consommation où là on tombe dans l'addiction. Et donc ce qui est important pour l'entourage, c'est de comprendre que la personne qui consomme, qui a perdu pied et qui ne gère plus du tout, elle est dans une addiction et c'est une vraie maladie. C'est un peu le piège qui se referme sur la personne. C'est ça, qui se referme sur eux. C'est-à-dire qu'au début, c'était bien, c'était récréatif, et en fait, après, il y a une impossibilité de sortir de là, et on tombe dans quelque chose qui est une vraie maladie, c'est l'addiction. Donc c'est important aussi que l'entourage puisse éventuellement se renseigner et se préparer. Et connaître un petit peu ce que c'est que l'addiction pour éviter ce que disent gens, des comportements qui vont aller à l'encontre justement, qui vont être néfastes pour la personne. Moi je propose, quand les personnes sont d'accord, de rencontrer l'entourage, que ce soit le conjoint, la conjointe ou quelqu'un de la famille, pour expliquer ce que c'est que l'addiction. On va pas parler de ce que la personne elle fait dans son consommation, mais qu'est-ce que c'est que l'addiction, et puis où est-ce que l'entourage peut aller demander de l'aide et être entendu, être soutenu, parce que c'est important aussi, parce que sinon il y a un décalage, c'est-à-dire que effectivement des fois c'est connu dès le départ, et d'autres fois
L'entourage l'apprend après bien des années de consommation. Et tout, il y a un décalage entre les deux, puisqu'il y en a un des fois qui vient aux soins et qui va du coup avancer, et l'autre reste comme c'était il y a 10 ans. Et le couple ou la famille va avoir du mal à rester en lien parce que ils sont totalement opposés. Et ils n'ont pas évolué pareil. Donc, l'idée, c'était de pouvoir les faire revenir à un même niveau de compréhension pour que ce soit plus harmonieux. Ouais, je pense qu'il y a aussi le fait que ce soit des drogues. Je mets des guillemets parce que c'est des produits qui sont illégaux pour la plupart et il faut dédramatiser le comportement des personnes qui consomment et dédramatiser aussi le terme du produit qu'ils consomment, la définition qu'on en fait de la drogue, parce que à côté tu as l'alcool, tu as le tabac qui sont tout aussi dangereux et qui sont complètement acceptés socialement. Donc certes, ça ne vient pas justifier le fait que c'est ok de consommer et de tomber dans le chemsex, mais pour les proches, en tout cas, c'est d'entendre que, comme tu dis, Fred, l'addiction, c'est une pathologie, c'est quelque chose qui n'arrive pas du jour au lendemain aussi, qui ne tombe pas dessus comme ça vient avec son bagage, et il y a c'est un chemin quoi, pour aussi s'en défaire, quoi. Et puis déstigmatiser aussi, parce que souvent la connaissance se fait par les articles de presse ou les reportages qui exagèrent quand même beaucoup, même si effectivement... C'est plus dans le but d'inquiéter, oui, mais ça non fait peur, ça fait peur du coup, et ça peut faire peur effectivement à l'entourage si on se dit mince... Donc, le chemsexeur, c'est ou la personne qui consomme, quoi. C'est pas la personne qu'on voit au fond du caniveau, dehors, dégueulasse ou pas, quoi. C'est un garçon de café, c'est un cadre sup, c'est une mère de famille, ou quoi. C'est tout le monde en fait qui peut être amené à rencontrer le produit. Ok. Et alors du coup, est-ce qu'on peut parler un petit peu de ce qu'on propose et ce qu'on met en place au Griffon ? Au Griffon, déjà on est accueillis par les équipes qui sont formées, médiateurs et médiatrices du coup formés à la question, donc ne pas hésiter à leur en parler, même si vous venez pour un petit dépistage ou parce qu'il y a un symptôme ou pour un petit vaccin, n'hésitez pas, ils peuvent vous renseigner et vous conseiller. Les équipes sont formées. Après, du coup, il y a des addictologues qui viennent du XAPA. Du coup, Fred, tu disais, c'est un mercredi. C'est ça, le mercredi après-midi, toutes les semaines, une consultation à la fois infirmière, parce que j'y suis, et en parallèle, une consultation médicale, une délocalisation de ce qu'on peut proposer sur l'hôpital de la Croix-Rousse, qui permet aussi d'accueillir des personnes dans un autre contexte que l'hôpital dans un premier temps, pour pouvoir évoquer les consommations. On travaille effectivement en collaboration avec le centre de santé, avec l'association L'Enips aussi, qui propose une consultation. Oui. Lundi, dans le cadre d'Enips, ils proposent la RDR et de rencontrer les usagers et usagères. Et après, il y a Steve, du coup, qui est un addictologue communautaire qui intervient les jeudis. Puis il y a votre groupe thérapeutique. Oui. Le fameux. Du coup, on essaie de faire à peu près 1 à 2 fois par an un groupe à visée thérapeutique. Du coup, c'est un groupe pour les personnes qui souhaitent contrôler, diminuer, voire arrêter leur consommation. Généralement, c'est sur 8 séances et du coup, on anime ça avec une psychologue et moi-même. Ok, voilà. Et ça se passe comment, du coup, votre groupe ? Enfin, c'est quoi les étapes ? Très bien. Les étapes, alors généralement, on voit l'usager ou l'usagère l'usager en l'occurrence une première fois, pour voir quels sont ses souhaits et si ça va matcher avec le groupe. Et après, on a 8 séances, du coup, qui sont articulées sous différents thèmes. On aborde un peu tout, donc ça va de la neurobiologie pour voir comment ça fonctionne un peu dans la tête, là-haut. Et après, ça va sur les différents mécanismes de l'addiction, comprendre les termes, voir où on en est dans notre... s'il y a addiction dans notre consommation, dans notre addiction. Voilà. Comprendre aussi, on en a parlé un peu des déclencheurs internes, déclencheurs externes. Après, du coup, il y a Steve qui intervient, l'addictologue communautaire, il y a des sophrologues, sexologues,
On va essayer de mettre un peu d'art-thérapie aussi, cette session-là. Trop bien. Ça, c'est cool. Du coup, voilà, si un ou une art-thérapeute est intéressé, n'hésitez pas à nous contacter. Et souvent, il y a un ancien participant du groupe, ou pas forcément participant du groupe, mais un ancien chemsexeur qui vient intervenir pour raconter son histoire. Et du coup, ça me fait rebondir sur le après chemsex. Tu veux dire le lendemain de soirée? Non. Ça, je sais. C'est la Le hangover ou... Comment on s'en sort, comment on se reconstruit, comment... Dans ce qu'on a pu voir, voilà, c'est un processus qui, suivant au stade où on en est, qui peut être plus ou moins long. Mais c'est un processus qui se fait. Voilà. C'est un processus, c'est bien d'être accompagné par plusieurs, que ce soit au niveau personnel, au niveau psy, sexo, addicto, avec des groupes, avec des associatifs. C'est bien d'avoir plusieurs portes possibles ouvertes. Et voilà, après, il y a souvent une phase de réappropriation de sa sexualité, de la sexualité en général, avec ce rapport à soi, le rapport aux autres. Donc c'est vrai que la sexologie est pas mal dans ce cadre-là. Des fois, il y a des personnes qui ont le besoin aussi de couper avec un certain environnement. Donc des fois, ça va être des patients où vraiment il y a une ville ou un quartier qui est vraiment attitré à la consommation. C'est là où il y a c'est là où on peut se fournir, c'est là où il y a les connaissances, et il y a beaucoup trop de choses dans la vie qui viennent nous rappeler et nous donner d'avoir des cravings un peu tout le temps. Du coup, des fois, ça peut changer aussi par un changement du coup de lieu. Voilà, je pense que... Faire un gros ménage, quoi, un peu dans toutes les sphères. C'est ça. Il y a vraiment quelque chose à reconstruire. Ça, c'est... Oui, c'est vrai, qui touche toutes les sphères, comme tu dis, Evan. Ouais. Puis c'est important aussi de savoir, je sais pas ce que vous en pensez, mais d'avoir en tête que même si ça va mieux, ça veut pas dire qu'il faut arrêter éventuellement le suivi qui a été mis en place. Parce que c'est important de savoir qu'il y a des moments dans la vie où on ira bien, on ira mieux, mais on est fragile aussi, et les rechutes existent. Et du coup, de garder aussi le lien avec la structure ou les personnes qu'on a pu rencontrer dans le parcours de soins pour toujours avoir un peu cette bouée quelque part et se rendre compte qu'en fait, ça va toujours bien. Un peu des checkpoints de soins comme ça. Oui, carrément. Carrément. Oui, pour que le jour où ça va un peu moins bien, ou dans un mauvais mood, on sache tout de suite où aller et pas refaire tout un processus. Si je peux rajouter, je pense que c'est important aussi de choisir son cheminement, parce qu'on n'arrête pas forcément d'un coup, c'est pas forcément bénéfique, et qu'on peut passer par plusieurs étapes, comme la réduction des risques qui permet de prendre soin de soi dans un premier temps. Après, on peut aller sur de la maîtrise ou de la meilleure gestion de consommation, et puis à un moment se positionner peut-être sur un arrêt ou progressif, ou de faire des essais et d'aller vers un sevrage complet et un maintien à l'abstinence. Donc des fois le sevrage peut se faire en ambulatoire, on continue de vivre normalement, soit des fois on est obligé d'être hospitalisé, donc ça on peut le proposer, voire même des fois de partir dans des structures qu'on appelle des post-cures. On peut y rester plusieurs semaines, voire plusieurs mois, voire encore plus longtemps. Selon la fragilité de chacun. Selon les besoins de chacun, parce que des fois il y a aussi des... comme disait Evan, les gens ils pensent qu'ils vont y arriver, et puis il y a des rechutes. Alors la rechute elle fait partie du cheminement, mais des fois ça va pas assez loin, et donc il faut aller plus loin et pas hésiter à prendre du temps justement pour pouvoir mettre de la distance vis-à-vis de ces consommations. Puis, si le but c'est d'arrêter, après ceux qui veulent continuer ils peuvent continuer. C'est pour ça qu'il y a la RDR qui existe. Il y a la RDR qui existe, et il n'y a aucune obligation à arrêter. Après, chacun est maître de son destin, entre guillemets. En fait, venir vous voir, c'est pas forcément tirer un trait sur le chemsex. C'est exactement ça. Mais quel que soit l'endroit, c'est-à-dire qu'on vienne voir un infirmier au centre de santé sexuelle, qu'on voit un médecin
au centre de santé ou dans son cabinet de ville, qu'on aille voir une association ou des professionnels de santé qui soient en milieu communautaire, en milieu hospitalier, en milieu associatif. L'idée, c'est de pouvoir parler de sa consommation et puis d'aller là où on peut aller. Ouais. Parce que un objectif trop élevé va être synonyme d'échec, et c'est pas ce qui est bon. C'est comme avec l'alcool. Dans le temps, on voulait à tout prix que les gens se sevraient de l'alcool, et ils en faisaient 10, 20, 30, 40 qui sert à rien, et donc autant rester sur ce qui est possible. Et puis là après, effectivement, c'est toute la reconstruction qui a été dit, personnelle, et on voit des fois des anciens usagers venir nous dire ça fait, je sais pas, 5 ans que j'ai arrêté, et là je me suis en couple, je retravaille, j'ai déménagé, ou j'ai monté une entreprise, ou où je me suis marié, ou je sais pas. Et ça impulse quand même des changements de vie aussi. Donc. Et je crois que c'est important aussi, ce que disait Jean, c'est d'avoir aussi le témoignage de personnes qui en sont sorties dans votre groupe. Notamment la dernière fois, il y avait un patient que j'ai suivi, moi, et qui a arrêté. Et d'avoir ce qu'on appelle des patients experts ou des patients pairs qui du coup, ont un parcours de rétablissement et qui peuvent, du coup, donner aussi une ligne d'espoir ou d'accomplissement, parce qu'on a le témoignage de cette personne qui a arrêté, qui peut aussi parler de son expérience. Nous, en tant que professionnels, là, les trois, on ne va pas parler de notre expérience. En tout cas, moi, je ne suis pas dans ce rôle-là. L'idée, c'est qu'il y ait quelqu'un qui puisse, du coup, avoir cette fonction. Et donc là, nous, sur l'hôpital de la Croix-Rousse, on a un patient expert, là, depuis quelques mois. Et c'est vrai que c'est intéressant de faire des consultations à deux, puisqu'il y a à la fois un point de vue professionnel et un point de vue de quelqu'un qui a vécu de l'intérieur le rétablissement ou le cheminement. Et qui permet aux anciens, aux usagers, de pouvoir se projeter dans quelque chose. Il y a un exemple. Il y a un côté pratique, vous, c'est plutôt la théorique. Alors, on peut faire les deux, mais c'est-à-dire que moi, je vois bien quand je suis avec quelqu'un qui est un ancien consommateur, ou qui est un consommateur qui arrive à gérer, le regard n'est pas le même, et l'attention n'est pas le même de la part de l'usager qui vient voir. Parce qu'on dit, oui, lui, il est infirmier, ok, il connaît des trucs, mais alors que l'autre, il sait. Parce que lui, non seulement il a fait une formation pour pouvoir accompagner, mais en plus, il sait comment ça marche. Il y a un côté là où tu vas, j'en viens, quoi. Voilà, et tu vois là où tu peux aller. Donc ça donne aussi une perspective qui permet d'être plus serein aussi, parce que certains sont quand même très découragés en disant je peux plus, je sais pas si je vais y arriver, si j'en prends plus rien, j'ai déjà essayé pendant 3 mois ou 4 mois, j'avais plus de sexualité et j'ai pas forcément envie de mettre une croix dessus, je sais plus faire sans ça, je peux plus sortir de chez moi si j'ai pas pris les substances, etc. Et donc c'est intéressant qu'il y ait quelqu'un qui a vécu tout ça, qui puisse dire mais si, c'est possible. Il faut être patient. Il faut être patient, ça c'est sûr, mais c'est possible. Et après, chaque parcours va être aussi unique. C'est pas parce que lui, il est arrivé comme ça qu'on va prendre ad intégrale le parcours du patient expert. Non, chacun va construire, ça c'est important aussi. C'est à chacun de construire son parcours. Et effectivement, les professionnels, de quelque champ que ce soit, sont là pour ça, pour aider justement à avancer. Du coup, c'est peut-être intéressant de ne pas attendre de dégringoler pour se faire accompagner. C'est ce que disait Jean tout à l'heure. Alors c'est vrai que l'idéal, on devrait se dire, venez avant de consommer, parce qu'il y a des structures qui sont faites pour ça, pour dire, ok, si tu veux, est-ce que tu es bien, voilà comment ça va se passer, voilà ce qui peut se passer. Et alors c'est un peu moins vrai maintenant, parce qu'il y a une communauté où je pense que les consommateurs, ils sont bien plus bienveillants entre eux, et ils ont tous appris quand même, les anciens, et ils peuvent du coup donner des conseils. Aux nouveaux, ce qui n'était pas le cas il y a 10-15 ans, où les gens découvraient tout seuls, ils ne savaient pas quoi faire, comment faire, où trouver du matériel. Ils ne savaient pas où trouver du matériel, ils ne savaient pas les conséquences, ils ne savaient pas bien injecter, par exemple, pour ceux qui vont faire du slam, c'est quand même très technique. Et donc les premiers ont appris sur le tas et ont souvent des désagréments. Et quelles répercussions ça peut avoir, le slam, justement, sur comme toutes les injections de substances, on peut faire des infections localisées, on peut faire des septicémies, c'est-à-dire une infection généralisée,
On peut perdre un bras ou une jambe parce que les vaisseaux vont être complètement obstrués, ou alors il va y avoir une inflammation des tissus qui va compresser les vaisseaux. On peut mourir, quoi. Une injection mal faite qui n'est pas traitée. Et ouais, je ne sais pas si on a expliqué, le slam, c'est du coup l'usage en intraveineuse de ces mêmes substances. Toutes ne peuvent pas être injectées, mais oui, voilà. Après, il y a la répercussion du coup sur un effet somatique. Après, voilà, il y a les infections. Et puis, on va dire, au bout du bout, des fois, il y a même une érotisation du geste de s'injecter les gens. Il y a même des gens qui ont parlé de chemsex en solitaire. Du coup, il y a des gens, voilà, juste le fait de se piquer, du coup, ils vont déjà avoir après les effets avant même que le produit agisse. Ok. Il peut y avoir aussi un impact aussi sur son image de soi, puisque s'il y a des plaies un peu partout, notamment l'été, on voit des usagers être obligés d'avoir des manches longues, des pulls, parce qu'on ne peut pas se promener avec des bras sanguinolents ou avec des gros cratères. Et ça a un impact social aussi, c'est-à-dire que ça enferme, ça isole, mais même des fois ça se voit sur les mains. Et moi j'ai certains usagers qui me disent moi, je vais plus à des invitations à déjeuner, ou alors j'ai les mains sous la table et je mange rien parce que je peux pas montrer mes mains en famille ou avec des amis parce que ça se voit. Voilà, faut porter des gants, quoi. Et dans une session chemsex, admettons, il y a quelqu'un qui fait un malaise ou qui n'est pas en grande forme, quels sont les gestes à avoir ? Vérifier un peu l'état de conscience. Voilà, si la personne répond, si la personne ouvre les yeux, si la personne respire, et surtout... l'empêcher de s'endormir, justement. La protéger aussi, protéger les autres. L'environnement. Oui, l'environnement. Protéger, elle se tombe à un moment donné, le point, l'allonger, l'asseoir, si elle est debout. Et voilà. Et après, si on ne gère pas la situation, pas hésiter du coup à appeler le 15. Il n'y a pas de risque de... Parce que ça peut être ça, ouais. Voilà, la police qui nous tombe dessus, la panique. Ouais. Ce qu'on a peur généralement, c'est que si on appelle après, c'est la police qui arrive en premier, mais non. Et justement, il y a des risques pénaux. Pas de non-assistance à personne en danger, éventuellement. Mais au-delà de ça, si la police débarque parce qu'il y a une session chemsex qui tourne mal... Il peut y avoir une enquête, alors c'est vrai que souvent ça va pas très loin, mais... C'est rare que la police intervienne sur un malaise ou sur une perte de conscience. Non, t'appelles le 15, ils envoient une équipe, ils transfèrent à l'hôpital et il faut pas... Ils ne sont pas à appeler la police. C'est les pompiers qui vont venir. Ce que tu dis, c'est juste, c'est-à-dire qu'il faut aussi protéger l'autre d'éventuellement des assauts sexuels d'autres participants qui pourraient profiter de la perte de connaissance de la personne sans forcément être dans quelque chose de l'agression, mais simplement parce que sous l'effet des produits, il y a une envie il faut que ça reste consentant, quoi, de consommer, mais voilà, là le consentement il n'est pas facile à avoir. Si la personne n'est pas en pleine conscience, c'est difficile d'être consentant. Mais dans un entraînement aussi de consommation qui dure depuis un petit moment, je pense que la vigilance peut être abaissée de la part des participants. Et puis, on peut aussi, certainement, on entend dire, oui, mais s'il était là et qu'il a pris des trucs, c'est bien qu'il avait envie, quoi. Donc, oui, mais il a peut-être changé d'avis entre-temps. Oui. Je ne sais pas, mais c'est pour dire que c'est toujours compliqué. C'est vrai que c'est bien de faire attention et de protéger l'autre à la fois. Pour ça et effectivement pour sa santé et sa vie. C'est ça, et vraiment pas hésiter à appeler. Il n'y aura pas de police. Oui, voilà. Peut-être c'était dans ce but-là. Parce que si ça se trouve, il y a plein de gens qui ont déjà assisté et c'est normal. Il y a une overdose, Ouais.
t'es là, t'es pas dans ton état normal, il y a plein de drogue partout et t'as peur d'appeler les secours parce que situation pas très légale, quoi. Parce que, comme conseil, je reviens un peu là-dessus, je pense que c'est aussi important, éventuellement, si c'est possible, de faire des pauses, soit de dormir un peu, soit de prendre un temps pour manger ou boire un petit quelque chose, parce qu'il y a aussi beaucoup d'épuisement quand la consommation elle est longue, de déshydratation. Ces produits, les psychostimulants, ils font beaucoup transpirer, j'ai aussi, et du coup de s'hydrater, voire de boire des boissons énergisantes qu'on peut trouver dans les magasins des boutiques de sport, où il y a des ions, notamment du sodium pour pas être trop déshydraté. Tu l'as pas, tu mets un peu de sel de mer dans ton Non, manger des choses faciles. Moi, je dis souvent, éventuellement, l'iode. prenez des soupes ou des compotes, parce que c'est facile à avaler et ça fait un petit quelque chose, Réserve ça apporte des énergétique, quoi, nutriments. ouais. Et oui, parce que avec les effets secondaires de ces trucs-là, ça te coupe la faim et la soif. Et le sommeil. Et le sommeil et tout. Donc il faut penser aussi que le corps, c'est une machine. C'est ça. En fait, le corps, ces produits vont pousser à bout et épuiser jusqu'à ce que les gens tombent de fatigue, quoi. Parce que c'est des sessions qui peuvent durer un plan, des fois ça dure 3 jours, voire plus. Et du coup, le sommeil, on l'a plus, quoi. On se déconnecte complet aussi de notre cycle à nous. Un jour-nuit, ça n'existe plus, quoi, après. Est-ce que vous avez des choses à rajouter sur le chemsex? Si, ce qu'on peut rajouter, du coup, par rapport à ce que tu dis là, c'est que ici, au centre de santé, comme dans d'autres structures, on peut faire tester ces produits. Ah oui. Et c'est vrai que les recommandations, comme on disait tout à l'heure, à l'instar de éventuellement venir avant de consommer, ce qui est quand même rare, c'est peut-être bien de venir éventuellement tester son produit avant de le consommer, puisque beaucoup disent que ce qui est livré à la fois par le livreur ou ce qui arrive par Internet, souvent n'est pas conforme totalement à ce qui était annoncé. Notamment sur ces catinones où il y a de la 2, de la 3, de la 4, qui est plus ou moins de la MMC ou de la CMC, et du coup les effets sont quand même pas tout à fait les mêmes, et des fois il peut y avoir des produits de coupe qui peuvent être vraiment très dangereux, et là pour le coup occasionner des risques de décès. Donc c'est vrai que l'idéal c'est de venir avec un petit échantillon et de le faire tester avant de le consommer. Ils coupent avec quoi généralement, vous savez? On peut couper avec n'importe quoi, du moment que le volume est plus important et qu'on peut faire plus d'argent. Il n'y a pas de produit phare. Des fois c'est coupé aux anxios, des fois c'est coupé au paracétamol, des fois il y a des trucs carrément plus chimiques, des trucs pour antiparasitaires. Du ciment, non? Il n'y avait pas un moment ça dans la coke, du ciment? Aucune idée. Alors dans la coke, il y a eu des billes de verre à un moment qui ont occasionné des hémorragies pulmonaires pour ceux qui fumaient, dans le cannabis aussi. Après, il peut y avoir des opiacés dangereux comme le fentanyl qui a pu être coupé aussi sur la coke ou d'autres choses et qui là, pour le coup, est très très dangereux. Ouais. Dans la coke, il y a plus de produits de coupe que dans la 3, parce que la 3 souvent elle est quand même livrée par les labos qui les fabriquent directement, donc ils coupent pas trop. Oui. C'est plutôt le dealer qui va couper. Avec ce qu'il a sous la main, avec souvent. ce qu'il a sous la main pour faire plus de volume. Ok. Mais oui, bien se renseigner, bien s'informer, pas hésiter à pousser des portes. Pas s'enfermer dans la solitude. C'est ça. C'est-à-dire que même si c'est dur, les professionnels de santé, quels qu'ils soient, sont dans le non-jugement. On n'est pas là pour juger, ni pour interdire quoi que ce soit. Très bien. Autre chose à rajouter? Moi c'est bon. Et ben, super. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce podcast. Vous pouvez nous retrouver à Lyon 1er, 23 rue des Capucins, du lundi au vendredi de midi à 21h et le premier samedi de chaque mois. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux, notamment sur Instagram, legriffon.lyon, mais aussi sur Facebook. À bientôt pour un prochain épisode. Amour, safe sex et plus encore. Amour, safe sex et plus encore. Amour, safe sex et plus encore. Safe sex et plus encore.